Nous avons le plaisir d'être cet après-midi avec le professeur Jacques Blacher, qui est professeur de cardiologie spécialisé en hypertension artérielle à l'Hôtel-Dieu de Paris. Professeur Jacques Blacher, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir, Jean-Louis. Nous avons décidé donc de parler d'un thème que vous avez abordé au cours de ces 25e journées européennes de la Société française de cardiologie, un des nombreux thèmes que vous avez abordés, qui est celui des urgences hypertensives. Alors on a un peu l'impression quand on parle d'urgence hypertensive que le risque c'est de tout mettre dans le panier ou peut-être de ne pas en mettre assez. Qu'en est-il de la définition finalement ? Alors effectivement, je pense qu'on en met trop dans le panier et qu'on devrait garder dans l'appellation urgence hypertensive, certes les poussées tensionnelles, mais avec une atteinte viscérale. Et là, quand on parle d'atteinte viscérale, on parle de pathologie sévère. On parle de dissection aortique, on parle d'insuffisance cardiaque, on parle de syndrome coronaire aigu, on parle d'accident vasculaire cérébral, bref, des vraies maladies. Donc l'urgence hypertensive, effectivement, c'est la poussée tensionnelle avec l'atteinte viscérale. Alors, la problématique aussi, je pense, vient des faux amis anglo-saxons. Puisque, en fait, urgence hypertensive, en anglais, c'est hypertensive emergencies. Et la thématique urgencies, eh bien, en français, c'est une fausse urgence. Et donc, hypertensive urgencies, ce n'est pas urgence hypertensive, c'est fausse urgence hypertensive. Et donc, en général, c'est une poussée tensionnelle, mais sans atteinte viscérale, qui, elle, signe réellement l'urgence hypertensive. Alors, pour avoir une poussée tensionnelle, il faut être au-dessus de 18-11, et donc là, clairement, on rentre dans l'hypertension artérielle sévère. Mais encore une fois, on peut tout à fait avoir des chiffres plus élevés sans atteinte viscérale, donc sans réelle urgence. Et on peut même, dans certains cas, en particulier chez les femmes enceintes, avoir des chiffres plus bas, mais avoir une vraie urgence hypertensive. Une femme peut faire une prééclampsie à 16 ou 17 de pression systolique et réellement aller jusqu'à l'éclampsie si elle n'est pas césarisée en urgence. Est-ce que ça peut être un tableau inaugural pour une hypertension artérielle méconnue ? Alors je dirais oui, mais de moins en moins souvent. Parce que grâce au dépistage de l'hypertension artérielle qui est fait de plus en plus et de plus en plus partout, eh bien, on a la chance de prendre moins de retard dans la mise en route du traitement. Et donc, le plus souvent, eh bien, les urgences hypertensives, c'est des patients dont on connaît l'hypertension artérielle et qui plus est, sont traités pour leur hypertension artérielle. Alors, ils peuvent être en rupture de traitement, ils peuvent être pas bien équilibrés, mais ce sont des patients hypertendus. Mais, effectivement, tu as raison, dans un petit nombre de cas, eh bien, l'urgence hypertensive, c'est le mode d'entrée dans la maladie. Alors on est souvent chez des patients qui sont très peu médicalisés et souvent dans des circonstances sociales assez défavorisées. Donc le fait que l'hypertension soit traitée, ça veut dire qu'on est alerté que ce sont des hypertendus même si la tension est basse, alors que quand ils ne sont pas traités, en principe, l'urgence viscérale peut être accordée à l'hypertension plus facilement. Alors effectivement, je pense qu'on peut dire les choses comme ça, mais encore une fois, l'élément déterminant, c'est réellement l'atteinte de l'organe. Est-ce que l'hypertension artérielle génère directement une atteinte d'organe, encore une fois un syndrome coronaire aigu, une insuffisance cardiaque qui peut être une insuffisance cardiaque diastolique. Le patient peut ne pas avoir de dysfonction systolique à l'état de base sans poussée hypertensive, ou encore, on l'a vu, l'urgence cérébrale associé, et d'ailleurs l'élément le plus important en fait dans l'urgence hypertensive, eh bien c'est l'encéphalopathie hypertensive, l'accident vasculaire cérébral ischémique ou hémorragique. Si on veut repasser les différentes cibles de cette hypertension sévère, donc on a vu le plus important, le plus sévère, le cérébral. On peut y revenir un petit peu et pour ce qui est des autres organes, quelques mots peut-être. Alors celle qu'on redoute toujours chez un patient qui a mal dans la poitrine, en même temps que des chiffres très élevés de pression artérielle, c'est la dissection aortique, bien entendu. Et donc on va être à l'affût d'un souffle diastolique qui n'existait pas. On va être à l'affût d'une asymétrie tensionnelle. Et puis au moindre doute, bien entendu, il faut
faire une exploration, en général une imagerie en coupe, pour objectiver ou éliminer la dissection aortique. Alors ça peut être un syndrome coronaire aigu, et donc bien entendu l'électrocardiogramme et le dosage des enzymes cardiaques est tout à fait systématique dans l'urgence hypertensive associée à des symptômes thoraciques. Et puis on a vu que ça pouvait être l'insuffisance cardiaque. Alors après, au niveau cérébral, l'encéphalopathie hypertensive, qui est en fait l'un des éléments les plus fréquents dans l'urgence hypertensive, c'est des patients qui peuvent avoir des symptômes assez mineurs, un peu de désorientation, un peu de confusion, ou alors être complètement confus, complètement à la masse. Mais ça peut être aussi l'accident vasculaire cérébral, ischémique ou hémorragique. Alors après, il y a des situations très particulières dans l'urgence hypertensive. Il y a la prééclampsie, on l'a vu chez les femmes enceintes. Il faut se rappeler qu'il y a encore en France plus d'un décès maternel par semaine d'éclampsie en France. Plus d'une femme meurt par semaine, avec bien entendu la perte du bébé en même temps. Et puis ça peut être la crise hypertensive du phéochromocytome, qui bien entendu va être aussi une vraie urgence hypertensive. Et puis ça peut être, c'est peut-être plus difficile à diagnostiquer, la crise hypertensive avec une insuffisance rénale rapidement évolutive. Et de temps en temps, on voit arriver des patients qui ont très peu de symptômes et qui ont déjà une insuffisance rénale très, très évoluée. Et là, c'est assez souvent dramatique. Ils ont fusillé, malheureusement, une part importante de leur néphron. On a bien fait le tour des différentes modalités de présentation. Bien sûr, on a vu qu'il y avait des examens à faire pour éliminer certaines choses, en plus de la clinique soigneuse. Maintenant, on peut logiquement parler du traitement. Comment aborder le traitement? Il y a des molécules de prédilection, on va dire. Alors, objectif et puis molécule. Objectif, vraiment, je pense qu'il y a deux situations très différentes. Première situation, la dissection de l'aorte. Et donc là, c'est une urgence absolue. Il va falloir baisser le plus vite possible la pression artérielle jusqu'à l'amener à des valeurs basses, même pas normales, basses. Et c'est l'urgence. Il ne faut absolument pas que l'aorte se rompe avant le bloc, lorsqu'on décide de l'opérer, ce qui n'est pas toujours le cas. Et donc, il faut ramener le patient à 110 de systolique. Et tout de suite. Donc là, c'est les traitements parentéraux extrêmement violents. Dans tous les autres cas, il ne faut pas aller trop vite. Ou on n'est pas obligé d'aller trop vite. Et puis certaines fois, il n'est pas bon d'aller trop vite. Par exemple, on sait que dans les accidents vasculaires cérébraux, qu'ils soient ischémiques ou hémorragiques, il y a la zone péri-infarctus ou péri-hémorragique qui est une zone grise, une zone de pénombre. Et on sait bien que cette zone, elle continue à vivre parce qu'il y a une pression très élevée. Parce que sinon, ça pousse. Et ça les empêche, ces cellules-là, de continuer à être alimentées. Si on baisse trop, de façon trop importante ou trop vite, ou les deux, la pression artérielle, eh bien cette zone de pénombre devient une zone morte. Et ça élargit, bien entendu, l'accident vasculaire cérébral, et donc ça augmente les séquelles. Donc, clairement, dans l'accident vasculaire cérébral, assez souvent, il faut tenir, même si les chiffres de pression artérielle sont très élevés. Alors, au-delà de 22, par exemple, là, c'est sûr qu'il faut traiter. Mais dans les autres cas, il ne faut pas traiter, sauf dans deux circonstances. Les hémorragies, parce que là, on sait très bien qu'une pression très élevée va favoriser la poursuite de l'hémorragie. Donc là, quand même, il faut ramener la pression à 16. Ou alors, chez les patients qui ont une ischémie, mais qui sont fibrinolisés, ces patients-là, il ne faut pas qu'ils aient 20. Donc ceux-là, on les ramène à 18 habituellement. D'accord. Oui, parce qu'on dit au-dessus de 18, mais 18, c'est vraiment... C'est pas 16, quoi. C'est quand on redescend, c'est passer la barre du 18 et éventuellement 16 chez d'autres patients. C'est bien ça? Oui. Ouais. Et puis, il faut prendre son temps. À la phase aiguë de l'AVC, il faut se dire que dans la majorité des cas, ce n'est pas de médicaments antihypertenseurs. Souvent, lorsqu'il y a une poussée tensionnelle à la phase aiguë d'un AVC, eh bien, cette poussée tensionnelle va se corriger d'elle-même au bout de quelques heures ou de quelques jours. Donc à la phase aiguë, vraiment, on a intérêt à tenir bon et à ne pas donner de traitement antihypertenseur. Sauf encore une fois, dans les cas que je viens d'évoquer, l'hémorragie avec des chiffres élevés, la fibrinolyse ou alors l'ischémie avec des chiffres très élevés. Et deuxième aspect que vous avez ébauché tout à l'heure, les molécules. Alors aujourd'hui, il est clair qu'il y a deux molécules qui se partagent
le marché, on va dire, dans l'urgence hypertensive. Alors bien entendu, là on parle de traitement parentéral. L'urgence hypertensive, c'est hospitalisation, perfusion, traitement parentéral. Pour pouvoir ajuster le traitement, il faut des traitements d'action rapide. Et donc les deux molécules, c'est l'anicardipine par voie injectable et puis c'est l'urapidil par voie injectable. Alors l'anicardipine, en général, on commence à 5 mg par heure, mais on peut diminuer ou augmenter jusqu'à 10 mg par heure en fonction de la réponse tensionnelle. Et l'urapidil, 30, 60, 90 mg par heure, toujours par voie injectable et en ajustant à la réponse tensionnelle. Il faut faire attention, encore une fois, de ne pas baisser trop bas, trop vite la pression artérielle, puisque derrière, il peut y avoir des effets délétères. Et un des aspects qu'on a abordé, c'est celui de la femme enceinte, une thérapeutique spécifique? Alors effectivement, chez la femme enceinte, alors on a tout à fait le droit de donner de l'anicardipine, de l'urapidil, mais assez souvent chez la femme enceinte, il y a une thérapeutique de choix qui est un peu historique et c'est le labétalol, qu'on utilise souvent en première intention dans les services qui prennent en charge ces femmes. Un mot à ajouter ou la conclusion? Non, peut-être un mot à ajouter sur les fausses urgences hypertensives. Donc ces patients qui ont des chiffres très élevés, mais qui finalement n'ont pas d'atteinte viscérale. Eh bien ces patients-là, deux cas. Soit on est dans une situation d'une hypertension mal contrôlée, ou alors non dépistée, et puis là, voilà, il faut le prendre en charge. Il faut évaluer le niveau tensionnel à distance de la poussée hypertensive, et puis introduire ou ajuster le traitement en fonction des chiffres tensionnels qu'on met en évidence. Deuxième situation, plus originale peut-être, c'est les poussées hypertensives légitimes. Par exemple, imaginons que je te dise des horreurs, là où je te frappe. Tu vas avoir une augmentation de tes chiffres de pression artérielle. Je viens déjà d'entendre des horreurs sur la tension. La douleur, lorsqu'on a un patient aux urgences qui vient pour une fracture, il va avoir des chiffres élevés de pression artérielle. Eh bien, il y a des études qui montrent que, en fait, ces poussées tensionnelles légitimes ne sont pas si anodines que cela. Et si jamais, au moment d'une violente douleur, tu as 20 de pression systolique, eh bien, c'est probablement qu'à distance, tu vas être plus à risque qu'un autre de développer une vraie hypertension artérielle permanente qui, elle, va justifier d'un traitement chronique. Donc, tu vois, la poussée tensionnelle légitime n'est peut-être pas si physiologique que cela, même si tu es en grande souffrance. Bon, on va essayer d'en rester là pour ne pas accroître notre stress et monter notre pression artérielle. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview et puis on continue donc à passer les messages de prudence dans le traitement de cet événement pour ne pas aller plus loin que ce qu'on voudrait faire. Merci beaucoup. Merci à toi.